Bonjour à tous. Donc, je suis Olga Romulus. Je suis expert comptable et la directrice des relations extérieures du groupe Fiducial. Alors, Fiducial, on est une société de services au service des petites entreprises, c'est-à-dire que nos clients types ont moins de 20 salariés et on offre une offre globale de services au sens où on apporte à nos clients un savoir-faire en ce qui concerne l'expertise comptable, qui est notre cœur de métier, mais également sur des domaines complémentaires comme le droit, comme la banque, comme l'IT, c'est-à-dire tout ce qui est les logiciels métiers, type restauration, coiffure, etc. Et puis sur d'autres activités un peu plus éloignées, on va dire, de ces métiers de service, qui sont la fourniture de bureaux et la sécurité. Fiducial, on est présent sur tout le territoire français au travers d'un peu plus de 800 agences, ce qui fait que, où que vous soyez, vous avez une agence fiduciale à moins de 30 km. Et on est également présent dans les dom-toms et dans l'Europe, on va dire francophone, Suisse et Belgique. Même à Saint-Chély-d'Apcher dans le 48. Exactement. Voilà. Quand je dis à 30 km, vous pouvez le tester. Voilà, ça marche dans des endroits que l'on croirait inaccessibles. Ma présence ici, c'est dans le cadre bien du référencement de Fiducial auprès des experts et notamment du Collège des experts de la Fédération française de la franchise, dont je fais partie. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de diriger une équipe complètement dédiée à l'accompagnement des franchisés. Et on est référencé aujourd'hui auprès d'un peu plus de 300 réseaux de franchises qui font confiance à Fiducial pour accompagner leurs franchisés. Laurent, je te laisse la parole. Merci Olga. Laurent Dubernet, donc je suis président de la société Synergie et membre du Collège des experts avec Olga avec grand plaisir. Et ce matin, moi j'interviens à deux titres en fait, en tant qu'expert de la franchise, mais également en tant que président de Synergie, parce qu'on accompagne également 300 réseaux. C'est pas les mêmes forcément, mais on a les 300 réseaux également chez Synergie. Et notre métier, si vous voulez, c'est de mettre en place des systèmes d'information pour vous faciliter la vie, pour organiser, structurer, développer votre réseau, qu'il soit en franchise, en coopérative ou intégré, avec différents modules métiers qui vont du développement du réseau, toute la partie juridique. Je sais qu'il y a quelques juristes parmi vous. Comme la notion de contrat et la partie immobilière, toute la partie technique, notamment les travaux de transformation pour ouvrir votre point de vente et le mettre à votre concept aussi bien que la maintenance, la partie énergétique qui devient très importante avec le coût énergétique et le décret tertiaire. Et je terminerai ensuite par tout ce qui est financier qu'on va développer aujourd'hui, ce matin, qui vont tourner autour de tout ce qui est indicateurs de gestion, les KPI, les scorecards, tout ce qui est financier, que ce soit les comptes annuels, le reporting financier, et en fonction et je terminerai par les fonctions achats, qui permettent de piloter les achats, les coûts des achats et les RFA que vous pouvez avoir éventuellement. Donc Synergie est présent dans différents pays, 120 pays, et la solution est disponible en 6 langues différentes. Synergie, c'est 305 clientes, c'est que j'ai pas menti, Olga, comme toi. Et c'est à peu près 67 000 points de vente dans tous les secteurs d'activité. Vous pouvez retrouver. Vous êtes beaucoup clients de Synergie, donc vous nous connaissez plutôt pas mal. Mais on voit bien que les secteurs sont bien représentés, notamment l'automobile, la grande distribution, les cuisinistes et la mode également. Merci Laurent. Donc on va aborder, c'est vrai, quand on a conçu ce webinaire avec Laurent, en fait, même si c'est vrai, la coïncidence fait qu'on a 300 réseaux référencés de part et d'autre qui sont pas les mêmes, mais on s'était vraiment rendu compte qu'il y avait des problématiques, il y avait des sujets sur l'homogénéisation, c'est compliqué à dire, de la donnée financière, c'est-à-dire que cette donnée financière qui est la propriété des franchisés, vous, franchiseurs, vous en avez également besoin pour faire progresser votre modèle économique. Et c'est important d'avoir une lecture qui ne soit pas polluée par des décisions, par des présentations qui sont différentes et qui vous empêchent finalement d'avoir une visibilité sur ce qu'est vraiment la performance de votre modèle économique et de votre réseau. Donc, on va vous déployer, on va dire, ce sujet en 3 temps. Un premier temps où on va remettre le contexte, en fait. Pourquoi cette homogénéité de la donnée financière est importante. Ensuite, comment concrètement on peut se pencher sur le problème et sur quels sont les dossiers et les volets concrets en fait de ce travail-là. Et enfin, ce sera Laurent qui prendra le relais sur cette dernière partie. On va vous apporter des solutions concrètes en fait à mettre en place pour atteindre cet objectif. Donc c'est un sujet qu'on a voulu brosser de manière assez large, mais avec de l'opérationnalité et des solutions concrètes à l'issue de ce webinaire.
Donc, au niveau du contexte, je ne surprendrai personne en disant que la franchise, en fait, c'est une stratégie, c'est un choix, en fait, délibéré des entreprises. Mais la franchise, elle a une obligation, c'est qu'elle doit dupliquer une réussite. Et les deux mots sont importants. Réussir, c'est déjà une première chose. Il faut que vous, en tant que franchiseur, vous ayez dans vos sites pilotes ou dans les magasins que vous possédez, dans les points de vente que vous possédez, réussi et démontrer cette réussite. Et dans un deuxième temps, vous soyez capable de la dupliquer, c'est-à-dire de donner les clés, de donner les recettes pour que vos franchisés réussissent de la même manière. C'est pas évident, hein. Quand on a du talent, on peut très bien avoir du talent et avoir de la réussite, mais on ne sait pas le transmettre, le talent, on ne sait pas le dupliquer. Donc, cette contrainte et cette clé de réussite de la franchise, elle est très exigeante. Alors, pour donner de la matière en fait à ce sujet de la duplication, c'est quoi en fait quand on parle de dupliquer une réussite et comment est-ce qu'on l'embarque en fait dans sa stratégie? Bien, tout d'abord, il faut la force d'une marque, puisque la marque, vous le savez, ça sera le signe de ralliement de votre clientèle et c'est la promesse que vous allez lui faire qu'elle va venir chercher dans les points de vente, qu'ils soient intégrés ou indépendants. Elle ne le sait pas quand elle franchit le seuil de votre point de vente. Vous devez transmettre un savoir-faire. Ce savoir-faire qui est vraiment l'ADN de la franchise, c'est ce qui la différencie de tous les autres modèles de commerce organisé, comme la licence de marque ou comme la coopérative. C'est que vous allez transmettre un savoir-faire, c'est-à-dire que ce savoir-faire, il doit d'abord être secret. On n'est pas censé pouvoir se l'approprier comme ça. Substantiel, il est censé apporter une valeur ajoutée par rapport à ce que l'on ferait de manière classique. Il est identifié, c'est-à-dire qu'on sait de quoi on parle, il y a le manuel opératoire qui le déroule, c'est pas une simple conception intellectuelle. Il est performant, vous l'avez testé et vous savez en quoi il apporte de la valeur. Il est bien sûr expérimenté dans le cadre de vos unités pilotes. Et enfin, il est transférable, puisque on va avoir besoin de dupliquer ce savoir-faire auprès de cette population particulière qui sont des entrepreneurs indépendants, qui sont vos franchisés et qui sont indépendants, comme son nom l'indique, mais pas isolés. Ils vont travailler dans une communauté en appliquant des recettes, en appliquant des savoir-faire que vous, franchiseurs, vous allez lui apporter et vous allez aussi améliorer au fil du temps. Le métier de franchiseur, il est donc complexe parce qu'il se développe, il est en deux temps. Il est d'un côté de maîtriser ce qu'on va appeler le premier métier. Si je suis une franchise de boulangerie, je dois savoir faire du pain. Si je suis une franchise de cuisiniste, je dois savoir produire et monter des meubles. Et puis, il y a un deuxième aspect au niveau du franchiseur qui est d'animer et de développer son réseau. Donc, de savoir être manager, entre guillemets, mais manager pas avec des employés, manager avec presque des alter ego, c'est-à-dire des entrepreneurs indépendants qui vont venir chercher un savoir-faire et qu'il va falloir du coup maintenir dans cette compétence, dans cette valeur ajoutée que vous avez en leur déployant le concept. Donc c'est un métier complexe. Trop souvent on croit qu'en maîtrisant le savoir-faire, le reste va suivre, mais pas du tout. C'est deux métiers complètement différents avec du coup des moyens et des outils mis en place dans ces objectifs. Vous avez donc en tant que franchiseur des droits et des devoirs. Premier devoir, eh bien c'est écrit dans la loi, hein, c'est le fameux article L330 du Code de commerce que tout le monde connaît. Vous devez fournir un certain nombre d'informations préalablement à la contractualisation. C'est un peu un contrat de fiançailles, c'est-à-dire que vous devez fournir un certain nombre d'éléments, dont des éléments financiers qui font l'objet de ce webinaire, pour que votre futur franchisé s'engage en toute connaissance de cause. Donc, on voit là, dès le départ, très important, parce que si vous maîtrisez pas les informations que vous lui délivrez dans le DIP, vous allez presque lui donner, il y aura un consentement qui sera pas éclairé correctement, parce que vous n'aurez pas su donner les bonnes informations. Donc, on voit que dès le départ, le législateur prévoit que vous maîtrisiez un certain nombre d'informations, que vous êtes en capacité de transmettre, de communiquer de manière sincère. Deuxième couche à ce sujet-là, c'est le code de déontologie européen de la franchise. Alors, ce code de déontologie, il doit figurer dans les DIP de toutes les enseignes qui sont référencées au niveau de la Fédération française de la franchise. Pour les autres, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé parce qu'il y a un ensemble, je dirais, de bonnes pratiques dans ce code de déontologie qui sont extrêmement rassurants et qui apportent de la qualité aussi à la relation que vous allez créer avec votre futur franchisé. Mais par contre, il y a un ensemble de devoirs auquel il faut se référer. Et notamment, il rappelle, ce code de déontologie, que vous rentrez dans une collaboration étroite et continue avec des entreprises juridiquement et financièrement indépendantes. Donc, le code de déontologie réaffirme bien le principe d'indépendance entre les parties et donc de vie, on va dire, parallèle du franchiseur et du franchisé.
L'origine du mal, en fait, dans ce sujet-là, elle est assez simple. C'est que, en tant que franchiseur, vous avez un devoir d'assistance. Et c'est là, très souvent, que la ligne rouge est compliquée à identifier et elle est tentante à franchir. D'un côté, on l'a vu dans le DIP, vous devez fournir un certain nombre d'informations éclairantes pour votre futur franchisé. Et de l'autre, on le voit dans le code de déontologie, il faut quand même respecter l'indépendance. Donc, il ne faut pas que vous décidiez à la place d'eux. Il ne faut pas que vous preniez les décisions à la place d'eux. Mais il faut que vous lui donniez les informations pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions. C'est cette fameuse obligation d'assistance, en fait, qui vous oblige à surveiller, c'est peut-être pas le bon terme, mais on va dire à vérifier, à contrôler un peu ce qui se passe chez votre franchisé et de proposer des solutions quand vous voyez que ça va pas dans la bonne direction. Mais vous êtes une force de proposition, vous êtes une force d'assistance. Donc, c'est nécessaire que vous ayez des éléments pour pouvoir donner un bon conseil ou donner une bonne orientation. Et après, par contre, la décision et la mise en œuvre de celle-ci ne vous appartient pas, ne vous appartient plus. Cette limite, donc cette fameuse ligne rouge dont je parle, elle est fragile et on la voit souvent dans 3 cas que j'ai résumés ici. Premier cas, et je reviendrai dessus, c'est dans le cadre de la rédaction du contrat. Deuxième cas, c'est dans la mise en œuvre opérationnelle du dit contrat. Donc, il peut être très bien ficelé, on dirait en théorie, mais dans la mise en œuvre, la ligne rouge est mordue. Et enfin, c'est dans le cadre du business plan développé, mis en place par le franchisé. Alors, je vais revenir sur ces 3 points. Dans la rédaction du contrat, normalement, les obligations d'assistance doivent être bien spécifiées. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, dès la naissance de la relation contractuelle, doit être écrit noir sur blanc et doit préciser qui fait quoi et comment. Donc, je vous ai donné quelques exemples. Par exemple, si on est dans le cadre d'une campagne publicitaire à la charge du franchisé, c'est bien lui qui la manage et qui reste libre des choix qu'il va faire, mais par contre, vous avez l'obligation de l'assister pour qu'il soit le plus performant possible dans l'impact qu'il va donner à cette campagne publicitaire. Parce que, en tant que franchiseur, vous avez l'expérience, vous avez le retour d'expérience de votre réseau et vous savez ce qui marche dans le cadre de cette décision. Deuxième point où on peut avoir des risques sur la limite et la séparation et l'indépendance franchiseur-franchisé, c'est ce que je vous disais dans la mise en œuvre opérationnelle du contrat. C'est-à-dire qu'on a bien prévu que les choses soient bien séparées dans le contrat et puis dans les faits, c'est pas tout à fait ça. Là aussi, je vous ai donné un exemple parce que je trouve que c'est parlant. Imaginons par exemple que vous êtes dans le cadre d'un réseau où vous centralisez les commandes, les facturations, parce que vous avez une centrale d'achat et que ça a du sens que ça soit vous qui centralisiez les éléments. Attention à ne pas aller jusqu'à, décider de ce que le franchisé va mettre dans son point de vente, c'est-à-dire de décider de l'assortiment, de décider du réapprovisionnement, de manière, je dirais, vindicative. Vous pouvez proposer. Il dit oui, il dit non, mais vous ne pouvez pas imposer. Parce qu'en imposant, vous vous trouvez dans une situation en fait d'inmission dans la gestion de votre franchise. Donc ça, c'est délicat, c'est vraiment à examiner au cas par cas, mais c'est quelque chose sur lequel il faut être bien vigilant avant de mettre en place des process. Et puis enfin, le fameux business plan, on en parlera notamment dans le cadre de l'élaboration de cet outil. Le business plan reste quand même un point, un peu une tarte à la crème sur ces problèmes de limites et de franchissement, parce que là aussi, le franchisé ne connaît pas votre activité, il ne connaît pas votre concept, il a donc tendance à vous demander plein d'informations pour bâtir son business plan, informations que vous détenez et que vous avez envie de lui donner pour qu'il avance sur son projet. Mais en faisant ça, si vous lui en donnez trop ou de manière trop personnalisée, vous vous retrouvez finalement à écrire le prévisionnel à sa place et quelque part à en prendre la responsabilité. Donc, si tout va bien, pas de problème. Le jour où ça va mal, il y a un risque que le franchisé dise c'est pas moi qui ai décidé, c'est le franchiseur qui m'avait dit de faire comme ça et c'est lui qui m'a induit en erreur en fait dans mes prévisions d'activité. Donc là aussi, la data qui doit être donnée au niveau du business plan, il faut faire attention à ce qu'elle soit la plus neutre possible, c'est-à-dire par exemple on peut très bien communiquer sur des performances moyennes, sur des zones, sur des années d'activité, mais attention à ne pas donner des informations trop précises. Mais il faut bien, on est d'accord, on est entre nous, il faut bien quand même donner quelques éléments pour, pareil, que le business plan aille pas dans le mur ou soit pas complètement déconnecté du modèle économique du réseau. C'est
ce contexte étant posé, hein, donc un contexte où vous l'avez compris en résumé, il y a un fort enjeu à donner de l'information et il y a même un devoir, puisque vous avez un devoir d'assistance vis-à-vis de votre réseau, mais il y a des limites permanentes, des lignes rouges permanentes sur ce que vous pouvez faire. Donc il faut vraiment avoir toujours ça en tête en disant il faut que je donne ça, il faut que j'organise ça, mais attention à se donner des limites, des points d'arrêt pour pas aller trop loin et se retrouver dans une situation d'immixtion dans la gestion. Donc, on va rentrer maintenant un peu dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ? Je n'ai pas vu de questions pour ma part. Je surveille comme le lait sur le feu les questions. Il n'y a pas de questions. Tu es juste limpide et clair. Bon, tant mieux, parce que là, c'était le contexte. Donc, du coup, on va passer à des choses un peu plus concrètes maintenant. Donc, l'homogénéisation de l'information financière, elle va d'abord passer par se l'appliquer à soi-même. Et en fait, il faut, dès le départ, c'est-à-dire dès la conception du pilote, penser à cette homogénéité. Le pilote, il va avoir pour objectif, avant toute chose, de tester les différentes recettes, de concepts que vous allez mettre en place et, au bout du bout, de démontrer le succès. Donc, ce pilote, il va être vu et observé de toutes parts. C'est votre pilote, il est à vous. Vous pouvez en faire du coup ce que vous voulez et essayer des tas de choses dedans, mais à un moment donné, c'est lui qui va faire foi, entre guillemets, notamment si vous êtes un jeune réseau pour les premiers franchisés, parce que c'est vers ce pilote-là qu'ils vont se tourner pour estimer ce qu'ils sont censés faire comme performance économique dans leur future entreprise. Donc, dans ce pilote, il faut tester les recettes, mais il faut aussi concevoir qu'il puisse donner une information qui soit exploitable par d'autres, notamment en termes de ratio d'exploitation, en dégageant du coup dans ce pilote des ratios un peu types, en année 1, en année 2, en année 3, en performance haute activité, basse activité. Idéalement, c'est pour ça qu'on préconise d'avoir plusieurs pilotes, peut-être dans des concepts ou dans des environnements économiques différents, un pilote à la campagne, un pilote à la ville, vous voyez, qu'on ait du coup un prisme le plus large possible pour pouvoir démontrer, c'est vraiment apporter la preuve de ce qui peut être fait dans le cadre de l'application de votre concept. Après, ce pilote, il reste un pilote d'essai. Vous allez tester des choses aussi dessus. Donc, si il est pas bon, ou si une année il fait des mauvais résultats, il faut pas le cacher, mais il faut essayer de comprendre pourquoi. Et du coup, déterminer peut-être des hypothèses ou des contextes de sur- ou de sous-performance que l'on peut rencontrer. Démontrer que vous avez essayé et ça a apporté ça. Parce que demain, votre réseau va peut-être vous dire, va vous solliciter sur une évolution de ce concept. Et c'est bien si vous avez du coup un coup d'avance en disant, mais j'y ai pensé, je l'ai fait et voilà ce que ça a donné. Donc, le pilote doit aussi être une source d'essai pour vous et d'enseignement pour le réseau. Et puis enfin, ce pilote, il doit vous permettre aussi de voir comment on peut faire évoluer finalement le partage de la valeur entre le franchiseur et les franchisés. Ce pilote, il va pas forcément avoir des redevances ou il va pas forcément bénéficier des mêmes conditions d'exploitation à date que le réseau. Mais par contre, on peut les recréer de manière théorique pour voir si ça passe. C'est-à-dire que si mon résultat, mon EBE, il est à 3% sur mon pilote, ça sert à rien que je propose des redevances à 5 parce que je sais que je vais mettre les franchisés dans le rouge. Donc ça permet aussi ce pilote de doser et d'être efficace et équilibré finalement, puisque c'est ça qu'on demande à un contrat de franchise, dans la répartition de la valeur entre la tête de réseau et les franchisés. Donc ça, c'est le premier levier concret à mettre en œuvre pour aller vers une homogénéisation de l'information financière. Deuxième élément, un peu plus, on va dire, vindicatif ou astreignant sur le réseau, mais on reste dans des choses qui sont tout à fait acceptables et qui sont pas de l'immixtion dans la gestion. Il faut donner des éléments pour rendre les choses comparables. Vous avez dû tous le constater, si vous avez un réseau un peu avancé, les franchisés étant libres, ils peuvent décider librement de leur date de clôture de compte, de la durée de leur exercice, alors sur la première et la dernière année, puis des fois en cours de vie parce qu'ils vont changer de date de clôture. Et du coup, ça peut complètement polluer en fait les remontées d'informations et la comparabilité des choses. Donc, imposer ou proposer fortement
d'avoir une date de clôture cohérente entre tous les points de vente ou cohérente à minima avec une saisonnalité. Par exemple, si je suis dans le jouet ou dans le chocolat, le 31 décembre n'est peut-être pas la date la plus appropriée pour clôturer les comptes. Voilà, un 31 janvier serait déjà peut-être plus heureux, à mon sens. Ou carrément un 30 septembre. Voilà, j'imagine des choses complètement différentes. Mais l'idée, c'est que ça soit, voilà, qu'on ait vraiment le maximum de points de vente qui arrêtent leur compte et qui donnent du coup un point de comparaison à la même date sur le réseau, et pas que j'en ai tout au long de l'année qui s'égrènent, parce que je vais courir après l'information tout au long de l'année, et jamais à un moment donné, je peux me poser et comparer les choses. Toujours dans l'idée de proposer des choses pour rendre l'accès à l'information plus facile et plus homogène, pensez aussi en amont à préconiser des règles comptables. Là aussi, on n'est pas dans l'imposition de règles comptables, mais il y a des choses auxquelles il faut penser en amont. Parce que la comptabilité, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas tout blanc, tout noir. Il y a des zones grises. Il y a des choses où on peut laisser faire, voilà, et on peut avoir des interprétations un peu différentes. Donc, quelques exemples simples, mais qui ont leur impact. Par exemple, les durées d'amortissement. Vous connaissez votre concept, vous avez du matériel référencé et vous connaissez souvent à peu près la durée de vie de ce matériel. Eh bien, cette durée de vie, c'est ce que demande le législateur, c'est que ça corresponde à la durée d'amortissement. Par contre, si vous ne préconisez rien, votre franchisé sera peut-être tenté de regarder les règles fiscales qui vont lui donner une fourchette. Par exemple, sur du mobilier, on peut aller de 3 à 10 ans, donc c'est quand même très très large. Et il fera un peu comme il veut au milieu de ça. Et donc, vous risquez au bout du compte de vous trouver avec des franchisés qui vont avoir une politique très agressive en termes d'amortissement, qui vont tout amortir très vite, faire beaucoup de charges et donc avoir des résultats peut-être bof sur le début de leur vie et qui s'améliorent après. Et au contraire, d'autres qui ont fait une politique d'amortissement très douce, qui vont donc du coup prendre du temps pour amortir, prendre du temps pour faire les dotations, les charges d'amortissement dans leur compte de résultats. Et donc du coup, des résultats qui paraissent canons, mais qui finalement vont cacher entre guillemets un peu un loup parce que le matériel, ils vont devoir le changer et l'amortissement n'étant pas fini, on risque d'avoir un problème en milieu de vie du franchisé sur ce rattrapage d'amortissement et de réinvestissement. Donc c'est une donnée, surtout sur des concepts qui ont beaucoup d'actifs d'immobilisation de matériel, qui est vraiment à anticiper dès le départ. Aux deux autres petits exemples aussi qui peuvent être des sujets, par exemple les règles d'enregistrement des ventes. Alors, on a ce sujet de manière récurrente, par exemple chez les cuisinistes, mais on peut l'avoir aussi pour tout ce qui va être des prestations qui se font en plusieurs temps, ou à quel moment je constate le chiffre d'affaires. Est-ce que c'est au moment où mon client me verse la compte? Est-ce que c'est au moment où je livre le bien, où je finis ma prestation 3, 4, 6, 9 mois après? Est-ce que c'est un événement entre les deux? Par exemple, si je suis agent immobilier, où j'ai la rédaction, où j'ai la signature de la vente, la signature de l'acte authentique. Il y a des choses là qu'il faut, pareil, poser et se fixer. Parce que c'est pas tout blanc, tout noir en comptabilité. Il y a des zones grises et on peut interpréter les choses différemment. Et là, pour le coup, ça peut aussi être catastrophique derrière sur la lecture et la comparabilité des choses entre quelqu'un qui va anticiper son chiffre d'affaires, je la fais courte, dès le premier euro d'acompte versé, et celui qui va constater le chiffre d'affaires à la levée des réserves, etc., un an après. Alors, c'est pas possible de le faire de manière aussi importante, mais entre les deux, il y a une réalité qui est à trancher. Et de la même façon, je dirais que tout ce qui va rentrer dans les modalités de calcul intermédiaires, qui sont des KPI, des points des ratios de comparaison et d'analyse de performance, il faut aussi être très clair sur les règles à mettre en œuvre. Par exemple, si je calcule ma marge dans un commerce, est-ce que je vais mettre le transport? Est-ce que je vais mettre le coût de l'emballage? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Mais ce que je sais, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que tout le monde fasse pareil. Donc ça, c'est des règles qu'il faut dès le départ fixer avec son réseau. C'est beaucoup plus simple de le fixer dès le départ que de le fixer après, quand tout le monde a pris ses habitudes. Toujours dans l'idée de corseter, entre guillemets, même si le terme est un peu fort, mais les règles, et donc du coup de faire que tout le monde soit à peu près sur les mêmes rails, n'hésitez pas à proposer un plan comptable dédié à votre enseigne. On va très loin, je dirais, dans la comptabilité en faisant ça, mais c'est encore
encore une fois, pas de limitation dans la gestion et ça permet de mettre clairement les choses à plat au niveau de la répartition, par exemple, des familles de produits, du calcul des marges qui en découlera et donc finalement du niveau de détail et du niveau de compréhension que vous aurez, vous, en bout de chaîne quand vous allez sommer tous vos franchisés et pouvoir comparer les performances de chacun. Le plan comptable, ça permet déjà de mettre dans les bonnes cases, en fait, tout simplement. Et derrière, on peut en sortir des ratios et des comparaisons qui sont tout à fait, qui tiennent la route. Et ça part pas dans tous les sens. Faites également attention quand vous êtes sur ces problématiques d'homogénéisation à tout ce qui va polluer, je dirais, par le seul fait du choix du franchisé. Là, vous ne pourrez pas intervenir. Ça, vous ne pouvez pas dire non, tu as choisi la SARL, moi je préfère que tout le monde soit en SAS, c'est plus simple pour avoir une lecture homogène de la rémunération du dirigeant. Ça, vous ne pouvez pas. Mais il faut que vous ayez dans un coin de votre tête ces alertes qui vous permettent de mettre les bonnes lunettes au moment où vous lirez le compte. Quand je suis en SARL, par exemple, je sais que ma rémunération de dirigeant, elle va être isolée dans un compte. Quand je suis en SAS, elle va être noyée dans les autres rémunérations du personnel. Donc, une lecture qui va être compliquée. Les charges sociales seront aussi différentes selon qu'on est en SARL ou en SAS pour la rémunération du dirigeant. Alors, je fais un peu un focus là-dessus sur la rémunération du dirigeant parce que souvent, c'est un sujet. Combien ça gagne un franchisé? Donc, c'est important d'être en capacité de pouvoir le voir ou au moins de savoir où aller chercher l'information. Et on peut aussi avoir des tas de sujets, par exemple le coût du local. On voit qu'aujourd'hui, on a une tendance en fait à avoir parfois des gros droits au bail qui sont payés et des petits loyers. Et sur une autre partie du réseau, je vais avoir un petit droit au bail, mais par contre des très gros loyers. Là, typiquement, en termes de performance, je suis pas du tout comparable. Je peux rien y faire dans les états financiers, mais par contre, si j'ai à l'analyser, il faut que j'ai cette alerte pour comparer les choses. Enfin, et je donnerai ensuite la parole à Laurent parce que le temps tourne, c'est important, vous l'avez compris, pour tous ces sujets-là, de se doter des bons outils. Voilà. On ne peut pas faire ça à la mimine, au crayon à papier. C'est vraiment important de prévoir déjà dans le contrat une clause de transmission pour savoir de quelle information vous devez disposer en tant que franchiseur et dans quel délai. Si possible, avoir un réseau de comptables référents, ça vous permet aussi d'avoir une homogénéité dans la présentation des informations financières de vos franchisés. Un logiciel métier ou un logiciel de caisse permet aussi de limiter, je dirais l'exotisme et les choix un peu individuels. Surtout que l'idée après, c'est de déverser en fait ces informations qui vont être du coup bien établies au niveau des logiciels de caisse ou métier dans la comptabilité. Et donc on va finalement retrouver une chaîne continue d'informations de la réalisation de la vente du chiffre d'affaires dans le point de vente jusqu'à sa traduction dans les états financiers. Ah, merci Olga, c'est impeccable. Donc vous avez vu en tout cas l'enjeu que représente cette homogénéisation. En fait, ça vous permet, Olga a pris différents cas pratiques, en tout cas que ce soit la rémunération, le chiffre d'affaires, la marge et les indicateurs de gestion importants. Ça permet de la comparabilité et donc de sortir des ratios référents de qualité pour aider vos futurs franchisés également à exécuter leur opération. Ce qu'on va regarder ensemble maintenant, c'est comment on va faire tout ceci. Ce que disait Olga tout à l'heure, d'avoir un plan de compte global, d'avoir un ERP global, c'est relativement complexe dans le domaine de la franchise, parce que vous reprenez des sociétés parfois existantes, parce que c'est pas une page propre, parce qu'ils ont chacun leur propre organisation. Donc on va regarder ensemble comment, au travers des outils, on va se permettre la possibilité, en tout cas, d'homogénéiser ces données pour avoir des retraitements de qualité dont parlait Olga il y a quelques minutes. Et on va commencer par la problématique du benchmarking. Le benchmarking, c'est quoi comme opération? C'est pouvoir comparer, pas des choux et des carottes, mais des choses qui soient comparables. Et pour comparer des choses comparables, il faut que ce retraitement ait bien lieu en amont. Et l'expérience dont parlait Olga tout à l'heure, c'est que quand on regarde des liasses fiscales, de franchisés, la façon de comptabiliser peut varier. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Et donc, le benchmarking, dans ce cas-là, ne fonctionne pas très, très bien. Donc, ce qu'on va regarder ensemble, c'est comment, au travers d'outils, on va pouvoir comparer tout ceci. Il y a une deuxième chose aussi qui est importante, c'est le scoring dans les réseaux. En fait, si vous voulez comparer vos différents points de vente, leur performance financière ou économique, on passe souvent par des scores. Et ces scores ne peuvent être valides que si les retraitements ont été faits en amont. Donc, deux choses importantes. Le benchmarking ou le scoring demande
pour qu'il soit en fait de qualité, ce retraitement d'informations. Et le dernier élément qu'on fait généralement, c'est des palmarès. Et pareil, si vous avez des choux, des carottes, que vous faites des traitements et des classements, ils n'ont aucun sens dès lors que les données que vous avez collectées ne sont pas retraitées en amont. Alors, on va regarder ensemble comment le faire. Et on va regarder plusieurs cas pratiques qui sont intéressants. Les comptes annuels, vous le faites tous, hein, d'accord? Ça fait partie des choses qui sont souvent contractuelles, c'est-à-dire que vous demandez dans le cadre de l'exécution de contrat que tant de mois après la clôture annuelle, les informations des comptes annuels vous soient données. C'est un rétroviseur, d'accord? On regarde derrière ce qui s'est passé. Souvent, c'est aller, dans le meilleur des cas, c'est 3 mois après la clôture, 3-4 mois après la clôture. Donc c'est quand même un rétroviseur, on regarde un petit peu loin, sachant que le business aujourd'hui fait que il faut être quand même très à regarder plutôt devant que derrière, mais c'est toujours intéressant de regarder derrière. C'est un bon début, je vous dirais. Et souvent c'est chronophage dans vos organisations et vous en tirez pas grand-chose. Donc on va regarder ensemble comment en fait on va pouvoir récupérer ces informations qui sont quand même qualitatives. Hein. Elles ont été traitées par des experts comptables qui ont validé la qualité de l'information pour les retraiter, pour permettre de faire du benchmarking, de l'analyse et du palmarès. Donc typiquement dans la production d'un dossier de gestion, ce que fait Olga au travers de ses activités, c'est de pouvoir à travers les comptes sociaux qui sont arrêtés chaque année, pouvoir sortir un document de gestion qui va permettre d'analyser le compte de résultat, le bilan, les ratios de gestion, le BFR, le cash flow, et de pouvoir donner des informations de relation par rapport au marché ou par rapport à votre réseau. Ce que l'on fait au travers de Synergie, c'est de pouvoir automatiser tout le processus de collecte de l'information. C'est un point qui est important. C'est très chronophage, généralement dans les réseaux, de relancer le franchisé qui n'a pas envoyé ses comptes annuels. Donc, ce qu'on a mis en place au travers de Synergie, c'est un système de relance automatique par mail, voire par accusé de réception avec une lettre recommandée, l'information pour faciliter au maximum la collecte. D'accord, ça c'est le premier point, c'est les relances automatiques avec un choix de format qui vous permettent en tout cas de façon systématique de relancer chacun de vos franchisés qui n'auraient pas envoyé en temps et en heure ces comptes sociaux. Et les modes de collecte de l'information que vous allez retrouver. Si on parle d'une liasse fiscale, historiquement, Synergie travaillait beaucoup avec société.com, en tout cas avec ce qui est publié au travers des tribunaux de commerce, des greffes. Aujourd'hui, avec la notion d'information confidentielle et autres, ça devient de moins en moins pertinent. Donc, on a travaillé progressivement sur l'EDI. Donc, l'EDI, c'est que votre franchisé vous envoie de façon électronique le document qu'il envoie aux impôts. Donc, c'était la deuxième étape. Et la troisième étape que l'on a travaillé également chez Synergie, c'est que vous puissiez déposer un PDF de votre liasse fiscale sur la plateforme Synergie pour qu'elle-ci soit interprétée et restituée au travers d'un dossier de gestion. En parallèle, parce qu'en fait, on veut de plus en plus de détails dans les retraitements dont parlait Olga tout à l'heure, notamment sur les comptes sociaux. Si je veux pouvoir faire des retraitements, il me faut un petit peu plus de détails que la liasse fiscale. Notamment sur les charges externes, les rémunérations ou le chiffre d'affaires, souvent la liasse fiscale n'est pas suffisante. Donc c'est un détail des postes que l'on va retrouver à plusieurs endroits, ce détail des postes. Historiquement, ce qu'on faisait chez Synergie, c'était de pouvoir la saisir, ce détail donc de reprendre des données externes et les saisir sur l'information. On a progressé ensuite avec la possibilité d'intégrer des balances générales, c'est-à-dire qu'en complément de la liasse fiscale, que votre franchisé vous envoie une balance générale. L'avantage, c'est qu'on a un détail des comptes de chacun des franchisés avec une granularité beaucoup plus fine. Et finalement, ce que l'on a fait cette année, et c'est tout à fait nouveau, c'est de pouvoir récupérer une plaquette, la plaquette produite par Olga, typiquement, pour pouvoir interpréter chacun des détails des comptes et donc pouvoir récupérer chacun des éléments de détail, des éléments de la liasse fiscale. Donc avec ces éléments complémentaires, ça donne toute une panoplie de retraitements possibles qui deviennent intéressants et qui complètent ce que disait Olga tout à l'heure. Et pour ceci, pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne, l'objectif c'est l'harmonisation des retraitements dont parlait Olga. On va récupérer donc les informations au niveau le plus fin et de pouvoir faire un mapping. C'est-à-dire que pour passer d'un compte qui est votre structure de présentation de vos données financières
euh, à celui du franchisé, on va pouvoir faire une table de transcodification qui va dire tiens, pour tel franchisé, dans sa rémunération, le dividende, il n'est pas au bon endroit. Donc tous les retraitements dont parlait tout à l'heure Olga vont pouvoir être automatisés systématiquement. D'accord. Donc l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de comparable au final, que ce soit la marge brute par famille ou d'autres niveaux de détail que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important pour permettre d'avoir quelque chose de qualité. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les liasses fiscales, c'est le premier élément. Donc, c'est-à-dire, je collecte de l'information et au travers d'un niveau de détail qui est très fin, ou plus fin qu'en tout cas qu'une liasse fiscale, pouvoir faire ces retraitements de façon automatisée, autant faire se peut pour avoir des dossiers de gestion les plus riches et les plus comparables possibles. Le second élément dont parlait tout à l'heure Olga, ça touche au reporting opérationnel, l'analyse du chiffre d'affaires, de la marge typiquement. Ce qui est compliqué dans beaucoup de nos réseaux clients, c'est que l'ERP en place n'est pas forcément le même. C'est-à-dire que chacun peut avoir son outil de caisse différent, ce qui pose des problèmes de nomenclature produit. Et donc, quand je veux pouvoir comparer typiquement ce dont tu parlais tout à l'heure, Olga, des familles entre elles, on veut s'assurer que les codifications sont cohérentes. J'ai le cas par exemple du domaine de l'horlogerie où chacun on a des clients, on a un réseau pour lequel il y a au moins une vingtaine de RP différents et donc des nomenclatures différentes. Donc comment faire en tout cas pour pouvoir retraiter tout ceci? Et l'objectif, pareil, c'est au travers d'indicateurs de gestion que vous pouvez avoir, le mix produit, le taux de transformation et autres, s'assurer que les données qu'on va comparer sont bien les mêmes d'un point de vente à un autre, d'un franchisé à un autre. Si je vous montre un petit tableau de bord comme celui-ci, typiquement, je vais sortir la marge, le chiffre d'affaires et autres, ce qui va m'intéresser, c'est m'assurer que les informations que je vais avoir sont les mêmes. Et donc pour ce qu'on va faire chez Synergie, c'est de pouvoir permettre d'avoir des tables de transcodification comme on l'a fait sur les comptes sociaux tout à l'heure, qui vont permettre de dire chez tel franchisé, le code qui s'appelle 1, 2, 3, 4 correspond à telle catégorie, à telle famille de produits ou à telle sous-famille de produits. Et ainsi, va nous permettre de retraiter l'information pour avoir un reporting cohérent, malgré que le RP ne soit pas le même. On sait que c'est relativement compliqué. Beaucoup de nos clients sont dans cette démarche, en tout cas, d'homogénéisation des ERP, de s'assurer que l'outil est bien le même et que les nomenclatures sont bien le même. On a besoin notamment pour tout ce qui est web collection, par exemple, de pouvoir prendre une commande depuis le web et s'assurer qu'elle est bien disponible en magasin. Donc tout ceci nous oblige à avoir des nomenclatures de plus en plus communes et Synergie va aider en ce sens. Et je terminerai par le dernier volet qui est important, qui est le reporting financier. On a regardé le rétroviseur tout à l'heure, qui était les comptes annuels. Là, l'idée, c'est de se projeter dans le futur. Et le reporting financier permet de le faire. C'est-à-dire que il y a deux objets dans un reporting financier. Le premier, c'est de faire un budget. Donc, se projeter et se dire, voilà ce que je veux faire, ce que je veux investir, les objectifs que je me fixe, que ce soit de marge, de marketing et autres, et quels attendus j'en ai. Et ensuite, avec le concours, en tout cas de votre expert comptable, de pouvoir au mois le mois faire un arrêté comptable qui va permettre de sortir le réel versus le budget et éventuellement un atterrissage. Ça permet également d'avoir une situation de trésorerie qui est très importante dans un monde où la trésorerie devient un peu plus tendue et un peu plus chère également. Et donc le principe qu'a Synergie là-dessus, lorsque vous sortez une situation comptable comme celle-ci, c'est de pouvoir charger dans Synergie une balance comptable, d'accord, de la mapper comme on l'a fait tout à l'heure sur les comptes sociaux. Et donc l'avantage, c'est que la structure de votre plan comptable dont parlait tout à l'heure Olga va être celui défini pour l'enseigne. Donc typiquement, je suis cuisiniste, je vais isoler la vente de cuisine de l'installation des cuisines. Et donc ça va me permettre d'avoir un chiffre d'affaires et donc des ratios de gestion qui sont d'autant plus cohérents qu'ils ont été bien retraités de la même façon au sein du réseau. Et donc ce mapping des comptes, je vous montre à l'écran ici, c'est un petit peu barbare, vous le retrouvez ici. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai chargé ma balance comptable, vous voyez ici, on va pouvoir définir par rapport au plan de compte à droite, c'est la rubrique de votre plan de compte groupe du franchiseur pour s'assurer en tout cas que le mapping a bien été fait. Et donc une fois que ce mapping est fait, le mois suivant et les mois qui suivent, automatiquement tout ce qui est mappé va directement se charger et être retraité de la bonne façon dans Synergie. Et ce qui est important, en tout cas, on parlait de cercle vertueux. Je suis convaincu d'une chose, c'est que la performance dans les réseaux, ça sert aussi bien le franchiseur que le franchisé. Si les franchisés se portent bien, le franchiseur se porte très bien.
Et ce qui est important en tout cas dans cette démarche, en tout cas que j'appelle le cercle vertueux, c'est d'habituer en tout cas l'ensemble de l'organisation à mesurer, quantifier. Donc d'abord des ratios que l'on définisse, qui soient comparables. Donc c'est toute la notion d'harmonisation qu'on vient d'aborder ensemble. Qu'il y ait une culture de la performance, c'est-à-dire que les chiffres soient regardés. C'est pas sortir des chiffres pour sortir des chiffres, c'est les analyser et avoir des plans d'action correctifs et s'habituer en tout cas à se projeter. Ce qu'on se rend compte, en tout cas dans les réseaux, j'ai pas mal de clients pour lesquels, lorsqu'on parle de budget dans un petit franchisé qui fait qui est garagiste par exemple, il dit mais pourquoi faire un budget, j'en ai jamais fait, à quoi ça sert? Ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que quand on commence à le faire et qu'on regarde de façon un peu critique ce qu'on a prévu et ce qu'on a fait, on améliore sa capacité à anticiper et on progresse. Et ça, c'est vraiment ce que je vous invite à réussir à faire au sein de vos réseaux pour permettre de rentrer dans ce cercle vertueux. Je crois qu'on a fait le tour de la question, Madame Olga. Tout à fait, tout à fait. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc, voyez, donc on a vu deux aspects. Donc, quel type de retraitement peuvent être nécessaires? C'est tous les points qu'a abordé Olga. Donc, que ce soit sur des données financières ou commerciales. On parlait tout à l'heure de typiquement de marge, de famille de produits et autres, aussi bien que des informations financières comme la rémunération ou des durées d'amortissement. Et ce qu'on vous a montré derrière avec Olga, c'est comment, au travers d'outils, on permet de le faire en fait facilement. Parce que de dire que faut le faire, c'est sûr, mais comment le faire et le faire simplement pour que ce soit efficace et un petit peu industrialisé, pour que le temps passé soit à l'analyse des données plutôt qu'à la création des données, est un point qui est vraiment important pour que ça puisse fonctionner. Donc je ne sais pas si, Yemen, il y a des questions que tu vois. Il est 11h40, on tient bien le délai, Olga. Oui. Eh ben, pas pour le moment. Donc, n'hésitez pas, si vous en avez. En tout cas, cette démarche de la qualité, on peut continuer un tout petit peu pendant que vous posez les questions, est importante et on se rend compte que beaucoup de réseaux de franchise, surtout qui ont démarré il y a quelques années, au départ se satisfaisaient uniquement de connaître les ventes. Les ratios de gestion, c'est une chose indispensable, que ce soit au niveau du DIP, tous les données que vous donnez à votre franchisé pour lui donner en tout cas des comparatifs et lui permettre de se situer, d'avoir des objectifs pour son business plan sont importants. Et si vous n'avez pas des données de qualité comparables, c'est une chose qui est vraiment difficile. D'autres choses, Olga, de ton côté? Non, moi je prêche depuis des années effectivement ce sujet de l'harmonisation financière parce que je vois énormément de réseaux en fait qui ne le prennent pas en considération au départ parce que je le comprends, il y a d'autres chats à fouetter sur le savoir-faire, sur le recrutement, etc. Et qui, au bout de quelques années, sont un peu effectivement dans le brouillard parce qu'ils n'ont pas cette information ou mal. Et du coup, ils manquent cruellement en fait de données pour pouvoir faire progresser leur réseau. Et c'est vrai qu'à l'époque, là, à notre époque où on parle d'IA et de ChatGPT, c'est fou de se dire que ben non, la data, on l'a pas et elle n'est pas accessible dans certains réseaux parce qu'on ne s'est pas organisé pour. Et c'est vrai que je t'ai vu intervenir sur plusieurs réseaux, même avancés, où effectivement ton outil, pour le coup, comme ils n'avaient pas pris les bons plis au départ, et ben ton outil avec voilà la puissance qu'il a de pouvoir quand même faire des choses un peu sur mesure, leur a permis de rattraper et d'uniformiser. Et du coup, ça permet vraiment de gagner en performance et les franchisés. Enfin, je parle de culture de la performance, c'est parfois un terme qui fait peur, même si moi je suis raccord avec toi. À un moment donné, il y a ce sujet-là dans les réseaux. Et les franchisés, en tout cas, ce qu'ils apprécient vraiment, c'est qu'ils ont un vrai point de comparaison. Et ça aussi, c'est la force de la franchise, qui sont pas. Chez Fiducial, nous on suit beaucoup de commerçants vraiment isolés, et c'est souvent leur problème, c'est qu'ils savent pas vers quoi se comparer ou comment se comparer. Et quand là, au sein d'un réseau où on peut se comparer, on a cette donnée et on peut voir ce que les copains font en termes de performance, c'est une super richesse pour s'améliorer. On est tout à fait raccord là-dessus, Olga. Je crois qu'on n'a pas de questions. C'était juste limpide ce qu'on a fait. Donc, moi, j'aurais une question pour toi, Laurent. Si je suis intéressée par Synergie et que je souhaite, comment ça se passe en fait? Comment ça se passe en fait pour pouvoir paramétrer cet outil dans mon réseau, parce que c'est quand même un outil qui est voilà, hyper puissant a priori. En tout cas, c'est la démarche que l'on fait, en tout cas vis-à-vis de vous, c'est qu'on travaille avec le
franchiseur pour définir le plan de compte cible. C'est la première chose. C'est-à-dire que tous les plans de compte sont pas les mêmes. C'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure, je suis cuisiniste ou je suis dans l'optique ou je suis dans le chocolat. J'ai pas les mêmes forcément les mêmes indicateurs, les points de vigilance sont pas forcément les mêmes. Donc c'est définir bien la structure cible de mon analyse et les indicateurs de gestion qui vont être importants et pertinents pour mon métier. C'est la première chose. Donc on fait une analyse pour définir en tout cas ses besoins et au vu de ceci, on va pouvoir paramétrer l'outil pour permettre justement ces retraitements, ces indicateurs, ces tableaux de bord. Ça peut être des scorecards, des tableaux de bord en tout cas qui permettent d'être facilement lisibles. Ce qu'on voit dans les réseaux, il ne faut pas des tonnes d'indicateurs, mais par contre d'utiliser souvent les mêmes et prendre l'habitude de les lire. Si on prend le taux de conversion, par exemple, dans la cuisine, ou le taux de marge, il y a quelques indicateurs qui sont vraiment importants et qu'il faut savoir lire. Et la répétition est importante dans le temps. Et ce qu'on voit, c'est que les réseaux qui font un bon boulot là-dessus, ou l'animateur qui passe sur le terrain, regarde les chiffres, ils les analysent, ils font des plans d'action, on voit que ça monte systématiquement. Donc il y a un impact qui est fort et pour le bénéfice à la fois du franchisé et du franchiseur, et donc la valorisation du groupement globalement en tout cas. Et c'est un projet, c'est des projets sur, tu installes ça sur combien de temps en fait ça prend pour se mettre en place Selon la maturité du réseau, ça peut être de quelques mois, je dirais 2 mois pour la mise en place, pour mettre en place par exemple la structure, remonter des bilans de façon structurée et automatisée, jusqu'à quelques mois, donc c'est 4-5 mois pour un projet un petit peu plus large. Là, on est dans un réseau de franchise typiquement pour lequel on va faire des tableaux de bord de gestion. Donc, c'est un projet qui va prendre 4 à 5 mois maximum. Donc, c'est des projets qui sont relativement courts et pour lesquels le retour sur investissement est rapide. L'objectif vraiment, c'est de donner de la visibilité à tout le monde et d'avoir sa boussole en permanence, de savoir où on est, où on va. C'est le GPS de l'entreprise. En fait. Merci en tout cas, merci Olga. Je pense qu'on va raccrocher. On n'a pas de nouvelles questions et je pense que c'est qu'on a répondu en tout cas aux attentes, je l'espère. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On est déjà le 22, c'est presque dans un mois Noël. Dans un mois, c'est Noël, oui. Exactement, de belles fêtes de fin d'année, de bien en profiter. On vous remercie en tout cas pour votre écoute et j'espère qu'on a répondu à vos attentes. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.